Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Maude Bréjon, qui est députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Nous allons commencer, je parlerai d'international tout à l'heure parce que j'y tiens beaucoup, mais nous allons commencer avec le projet de loi immigration. Nous sommes en pleine tractation, si j'ai bien compris, entre Renaissance et LR. Maude Bréjon, c'est bien cela. Sylvain Maillard était avec moi ce matin. Je lui ai posé plein de questions sur la réunion que vous avez eue hier soir et les lignes rouges. Est-ce qu'il y aura accord selon vous? Pensez qu'il y aura accord ou pas? S'il n'y a pas d'accord sur le texte, c'est les Français qui en paieront le prix, avec une addition qui sera salée pour la sécurité du quotidien. Faut revenir un petit peu au-delà des tractations politiques. Oui. L'objectif du texte, c'est quand même de pouvoir expulser notamment les 4000 étrangers délinquants qui aujourd'hui sont sur notre sol et que la loi française nous empêche d'expulser. Moi, je dis à mes collègues les Républicains, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous avez là un texte avec des mesures largement plébiscitées par l'électorat de droite que vous êtes censé représenter, oui. Des mesures que vous avez d'ailleurs vous-même demandées pendant des années, plébiscité par 3 Français sur 4. Moi, je comprendrais pas que les Républicains ferment la porte à tout accord. Personne ne peut se permettre d'avoir une posture hégémonique. Et je dis à Éric Ciotti notamment, qui est président du parti, vous avez fait 5% aux dernières présidentielles. Vous avez une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. C'est un peu méprisant de dire ça, non? Vous avez fait 5%. Vous avez une soixantaine de députés. Vous avez une soixantaine de députés à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire c'est notre texte, tout notre texte ou rien. Pour trouver un consensus, ce que nous demandent les Français, chacun doit faire un pas vers l'autre. Bon. Qu'en pensez-vous, Thomas Porte? Que pensez-vous de cette tractation? C'est logique, non, en politique. Vous connaissez les tractations à gauche, hein, vous avez bien connu. Hein. C'est un grand classique. Il n'y a pas de surprise, les tractations, elles avaient déjà commencé avant le vote de la motion de rejet préalable entre Gérald Darmanin et certains élus de droite, entre la majorité et la droite. Il y avait déjà eu des discussions. C'était le cas en commission des lois. Moi, je siège en commission des lois, donc j'ai vu toutes ces discussions. Maintenant, moi, mon sujet, c'est pas les tractations entre la droite et la majorité, c'est de savoir comment on fait tomber ce texte. On l'a fait tomber une fois lors de la motion de rejet préalable, et nous, on souhaite qu'il ne soit plus débattu et qu'il soit mis à la poubelle. Il faut que ce texte soit retiré. Quand j'entends que c'est la priorité des Français, avant de venir chez vous, j'ai regardé le sondage IFOP du 1er décembre 2023 qui donnait les préoccupations des Français. Je les lis. Santé, 83%. Inflation, 80%. Éducation, 78%. Scolaire, 73%. Retraite, 65%. Logement, 58%. Il n'y a pas les questions d'immigration dans les préoccupations des Françaises et des Français. Pour vous, c'est pas une préoccupation des Français. Écoutez-moi, quand je suis dans ma circonscription en Seine-Saint-Denis, les gens me parlent du frigo qui est vide, du non-accès au logement, du manque du professeur, des services publics qui sont en déshérence, du fait qu'ils ne peuvent pas se soigner parce qu'il n'y a pas de médecins. Personne ne me parle des questions migratoires. La France s'est construite sur l'immigration. C'est une richesse pour notre pays. Et ce texte-là, c'est pas un texte qui était un texte de régularisation, comme j'ai entendu Gérald Darmanin le dire. Texte inutile. C'était un texte inutile. Bien sûr, c'était la 117e loi depuis 1945. Il y en a une tous les 18 mois en France. Pour quel résultat? 45. Une accumulation de morts en Méditerranée. Il va falloir peut-être bouger et changer l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Peut-être que c'est un futur projet. Quand je vous entends dire l'immigration n'est pas un sujet de préoccupation des Français, vous êtes quand même très très loin du pays. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se rendre compte que c'est évidemment un sujet de préoccupation. Ça l'est en France comme ça l'est d'ailleurs partout en Europe. Et on l'a vu sur les dernières échéances électorales. Ça ne veut pas dire que le pouvoir d'achat ne compte pas, ça ne veut pas dire que c'est pas un sujet. Mais si il y a besoin de davantage de fermeté en matière d'immigratoire, et les Français nous attendent sur la question de l'immigration. Je comprends que vous ne vouliez pas. Je ne comprends besoin de fermeté, d'autorité. Je comprends que vous ne vouliez pas en débattre. Et il y a, Jean-Jacques Bourdin, il n'y a pas besoin de regarder les sondages. En fait, il suffit de discuter avec vos amis, avec votre famille. Il suffit d'aller sur les marchés et d'entendre ce que les gens vous disent. Et ce texte-là permet de répondre de façon assez juste. Pour moi, c'est un texte de bon sens. Qu'est-ce qu'on dit? On dit au fond les personnes qui sont délinquants, qui commettent des crimes et qui sont étrangers n'ont rien à faire sur le territoire français. Et à l'inverse, il y a besoin de mieux intégrer, donc des obligations d'apprentissage de la langue et un travail effectivement qui doit être fait sur les métiers en tension, parce qu'on sait que il y a des secteurs aujourd'hui, ça concerne dans le texte quelques milliers de personnes par an, mais dans lesquels les Français ne veulent pas aller et pour lesquels on doit mieux intégrer les personnes issues de l'immigration.
Voilà, et je comprends pas, je terminerai là-dessus, que quand on a 4000 étrangers délinquants, certains coupables de viols sur mineurs, de violences en réunion, la gauche s'oppose encore à leur expulsion. Ce texte, il dit pas que ça. Il réduit par exemple les questions de regroupement familial, il fixe des quotas. Vous avez échangé le mot, vous avez dit objectif chiffré, mais en vérité c'est des quotas. C'est une machine à expulser. C'est pas toujours très clair les quotas d'ailleurs. Il s'attaque aussi au droit d'asile, puisque vous restreignez les voies de recours, vous remettez en cause la collégialité de ce qu'on appelle la Cour nationale du droit d'asile. Donc c'est un texte qui est extrêmement répressif. C'est un texte qui va stigmatiser. Et vous faites le lien entre étrangers et délinquance. Et ça, pour nous, c'est absolument inacceptable. Et quand j'entends que vous dites les Français, il faut les écouter, mais à l'époque, 90% des Français voulaient le retrait de la réforme des retraites et vous vous êtes assis dessus et vous avez dit ça ne nous intéresse pas, on pense en force. Donc votre écoute des Français, elle est à géométrie variable, elle va sur les textes qui seuls vous intéressent à vous. Ça, c'est une réalité. Moi, je comprends tout à fait. 9 Français sur 10 voulaient le retrait de la réforme des retraites. Pourquoi vous ne l'avez pas fait si vous dites que c'était majoritaire dans le pays? J'entends que vous puissiez... Mais les Français veulent ce projet de loi immigration. C'est à front renversé. Et j'entends que vous puissiez... Vous êtes tous les deux à front renversé. J'entends que vous puissiez Moi, je défends une position qui est la mienne et je ne revendique pas qu'elle soit hégémonique dans l'hémicycle. Mais c'est la position qui est la mienne en tant que responsable politique de gauche et que j'assume sur les questions migratoires. Et moi, je respecte ça. On n'est pas obligé d'avoir la même position sur la question. En revanche, ce que je ne peux pas entendre, c'est que les Français ne seraient pas du tout intéressés par les questions d'immigration. Ça, c'est fondamentalement faux. Après, mais ce texte ne parle pas d'immigration, il parle de sécurité. On a le droit d'avoir des avis différents sur la question. Et si vous voulez parler d'immigration, parlez des conditions d'accueil, parlez des causes migratoires. Pourquoi les gens quittent leur pays? La majorité des migrations sont des migrations qui sont subies. Ça, c'est une question migratoire. Là, vous faites un texte sécuritaire, vous faites un lien entre l'immigration et la délinquance qui, pour nous, n'existe pas. Indéniablement, le sujet migratoire est un sujet qui est extrêmement complexe. Je ne dis pas que ce texte répond à l'ensemble des questions que pose la question migratoire. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a besoin de pouvoir... Je vais vous donner un exemple. On va rentrer un peu dans le concret, parce que là, on est un petit peu... Allez. Aujourd'hui, un étranger qui arrive en France à 12 ans et demi, qui commet un viol à 19 ans. Il est arrivé avant 13 ans. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas l'expulser. Quelqu'un qui arrive à 13 ans et demi, donc un an après, qui vole une voiture à 19 ans, lui, on peut l'expulser. C'est absolument aberrant. Eh ben, ce texte permet de donner les moyens au ministre de l'Intérieur d'expulser quelqu'un, même s'il est arrivé avant 13 ans sur le sol français. Cet exemple, il est extrêmement parlant parce qu'en fait, ça montre le caractère ubuesque de la situation. Et moi, je pense que ça, c'est des limites législatives qu'aujourd'hui, les Français ne supporte plus, et moi je le supporte pas. Thomas Porte. C'est intéressant de vous entendre parler du droit et de l'état de notre législation, parce que hier j'ai entendu le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est quand même fait retoquer par le Conseil d'État sur une expulsion, et le ministre est venu dire à la télé l'avis du Conseil d'État. Pas au fond de ma question. Si, je vais répondre. L'avis du Conseil d'État, ça ne m'intéresse pas, et je vais faire tout pour que la personne que j'ai expulsée ne revienne pas. Donc on a un ministre de l'Intérieur qui ne respecte pas le Conseil d'État. Il y a des gens qui commettent des crimes et des délits sur le territoire. Vous êtes pour pouvoir l'expulser si elle commet un viol à 19 ans ou pas? Nous, on considère qu'elle doit être jugée en France et que sa peine de prison doit être effectuée en France si elle est arrivée avant son âge-là. Mais qu'est-ce que c'est ce sujet d'expulser les gens? C'est la double peine en fonction de la nationalité. Aujourd'hui, le principe de la loi française, il fait que la loi s'applique à tous, quelle que soit la nationalité. Mais vous construisez une politique sur des faits divers, c'est ça la réalité. Vous construisez une politique sur des faits divers. C'est pas des faits divers, c'est aussi une réalité. C'est insupportable. C'est insupportable. Attention, il y a des victimes. Non, mais je pense aux victimes, moi. Bien sûr, mais pensons aux victimes. La loi française, elle est construite sur un principe, c'est que la peine, elle s'applique pour tous. Et elle ne s'applique pas en fonction de la nationalité. Et faire ça, c'est une mesure discriminatoire qui est contraire à nos principes. Une personne qui commet un crime ou un délit, elle doit être jugée. Mais justement, c'est la loi qui doit être changée ou pas? Mais est-ce que vous pensez que pour les personnes... Je dis changer ou pas. Est-ce que vous pensez que les personnes qui sont victimes de ces actes horribles, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, que ces personnes soient expulsées après? La priorité, c'est d'arrêter ces personnes, de les juger, et quand elles commettent des crimes et des délits, de les condamner, et qu'elles purgent leur peine de prison en France. Ça, c'est une réalité, c'est la justice de notre pays. Pardonnez-moi, quelqu'un qui, encore une fois, est coupable de viol... Vous pouvez expulser des gens aujourd'hui, notamment avec le CEDA, vous pouvez expulser des gens. Grave, et que vous ne pouvez pas expulser parce qu'ils sont arrivés avant 13 ans sur le sol français, ou parce qu'ils sont résidents en France depuis plus de 10 ans, les gens ne le comprennent pas, et nous, on a été élus.
On a été élus pour éventuellement modifier la loi si on estime qu'elle n'est pas bonne. Eh bien moi, j'estime que la loi aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment ferme. Vous pouvez vous y opposer, mais au moins assumer le fait de vouloir maintenir ces personnes dangereuses sur le sol français et donc de refuser de protéger davantage les gens. Il y a pas de majorité contre et il n'y a pas de majorité pour. Il y a une majorité contre ou pas, Thomas Porte? Il n'y a pas de majorité sur ce texte. Quand vous votez avec le Rassemblement national, il y a une majorité contre. Il y a une majorité qui s'est dégagée pour dire qu'il n'y avait pas de majorité sur ce texte. Donc une majorité contre. Une majorité contre ce texte. Mais il y a une majorité contre, mais pas une majorité pour gouverner, quoi. Bien sûr, puisque ici le vote qui a été fait sur la motion de rejet préalable n'est pas un vote d'adhésion sur un projet, c'est un vote pour dire que ce texte-là, il n'y avait pas de majorité pour le voter. En une phrase, quand il y a plus de 75% des Français qui sont favorables à un texte, il est quand même dommage qu'une majorité de Français ne soit pas représentée sur ce sujet par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous n'avez pas eu cette même phrase lors de la réforme des retraites alors ? 9h46. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Tiens, oui, si on parlait de Bruno Le Maire, tiens, vous avez mis le sujet sur la table. Curieuse cette intervention dans le Figaro quand même, non? On manque d'autorité, on manque de fermeté dans ce pays, il faut absolument reprendre le texte du Sénat. Il se positionne pour 2027. Il y a plusieurs choses. Moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, il y a besoin de remettre de l'autorité en France à tous les étages, et c'est ce que souhaitent les gens. Ça veut dire plus d'autorité dans la rue, plus d'autorité à l'école, plus d'autorité dans la sphère familiale. Je fais notamment référence aux propositions d'Aurore Berger le week-end dernier chez vos confrères de la Tribune du dimanche. Quant à la question du texte, de toute façon, on va repartir du texte du Sénat. Maintenant, moi, ma position personnelle, c'est qu'on ne doit pas reprendre l'intégralité du texte du Sénat. Sur la question de la régularisation, on doit trouver un accord avec eux. Moi, l'article tel qu'il était sorti du texte initial du Sénat, pour le coup, me convient bien. En revanche, la question, par exemple, qui revient à toucher au droit du sol, pour nous, c'est une ligne rouge. La question de la suppression de l'aide médicale de l'État est également une ligne rouge. Donc on est prêt à des compromis. L'aide médicale d'État. Personne ne peut avoir aujourd'hui une position hégémonique sur la question. Pour dialoguer, il faut être deux. Oui, ça présage de dissension au sein de la majorité. Il y en a déjà, parce que j'ai vu le tweet. Comme chez vous d'ailleurs, il y en a partout. J'ai vu le tweet d'un des députés de la majorité ce matin qui a dit qu'il se réservait le droit de voter ou pas selon ce qu'elle sortait de la CMP. J'ai lu comme tout le monde le fait que M. Maillard ait organisé un vote et que certains députés étaient contre le fait de voter un texte qui était encore plus dur que la version initiale. C'était pas la question posée pour le vote, mais Bruno Le Maire est en campagne présidentielle. Gérald Darmanin a été affaibli après sa défaite et directement derrière, Bruno Le Maire vient faire une interview où il tend la main aux Républicains en disant il faut prendre votre texte. Personne n'est dupe sur la manœuvre de Bruno Le Maire qui était déjà en campagne présidentielle et qui là s'engouffre sur le cadavre politique de Gérald Darmanin pour dire je vais être candidat pour la droite. C'est ça, ce qu'a fait la campagne présidentielle. Elle a commencé. Bruno Le Maire, là, marque son territoire. Jean-Luc Mélenchon ne rêve que d'une chose, c'est être candidat. Vous aussi, vous rêvez qu'il soit candidat en 2027. Moi, je souhaite que Jean-Luc Mélenchon soit candidat à l'élection présidentielle. J'ai pas de souci à le dire. Non. Mais Marine Le Pen ne pense qu'à ça et a fait du 9 juin prochain, élection européenne, un genre de tremplin et un sondage national. On est bien d'accord. Ça va jalonner vos travaux, les débats dans les médias qui vont se régaler, tous les journalistes vont se régaler, on va parler que de ça, jusqu'en 2027, la présidentielle. J'en suis persuadé, je prends les paris. Vous connaissez bien mieux le système médiatique que moi, donc je vous fais complètement confiance. Moi, ce que je peux vous dire, à mon humble niveau, c'est que quand je vais dans ma circonscription, et je pense que c'est pareil pour vous, les gens me parlent pas de tel ou tel candidat. Ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes sur les intentions des uns et des autres. Ils ont bien compris qu'il y aurait une élection présidentielle en 2027, avec peut-être une recomposition partielle du paysage politique. Mais ce qui les intéresse, à mon sens, c'est effectivement la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la sécurité, c'est la question de l'écologie. Et on dit beaucoup, je termine là-dessus, que les Français prennent de la distance avec la classe politique. Et je pense que si on reste uniquement dans des considérations électorales
alors qu'on est fin 2023 pour une élection qui arrivera mi-2027, faudra pas s'étonner d'une baisse de participation et de la montée de Marine Le Pen à la fin. Bien, oui, et d'ailleurs le président de la République veut passer à autre chose rapidement. Vous aussi, tout le monde veut passer à autre chose. Espérons que ça sera le cas la semaine prochaine et qu'il y aura un accord ou pas. S'il n'y a pas d'accord, le texte sera retiré et on passera à autre chose. Bien, autre chose, la COP28. Est-ce que vous pensez que c'est une avancée, la décision qui a été prise, ou pas? Maude Bréjon. Ça dépend si on regarde le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Une COP, c'est d'abord une grande instance de diplomatie écologique internationale. Il y a des avancées, notamment le fait que pour la première fois, les énergies fossiles soient citées et la nécessité d'opérer une transition soit inscrite dans l'accord qui sort de la COP. Et ça, c'est une très bonne chose. Je rappelle qu'à l'heure où on se parle, 80% de l'énergie consommée dans le monde provient des énergies fossiles. 80%, et c'est stable, hein, ça ne diminue pas, 60% en France. Et pour autant, moi je le dis à titre personnel, cet accord ne va pas assez loin. Cet accord ne va pas assez loin parce que dire qu'on va sortir des énergies fossiles, c'est une excellente intention, mais il faut que ce soit daté, il faut qu'il y ait des objectifs précis sur la durée, quantifiables, il faut que ce soit financé, notamment pour les pays du Sud. Et donc, je salue ce qui va dans le bon sens, l'implication de la France, mais il faut aller bien plus loin. L'urgence climatique auquel on est confronté est abyssale. Thomas Porte. C'est une COP qui ressemble aux précédentes, c'est-à-dire beaucoup d'annonces mais peu d'actes concrets, parce qu'effectivement il y a la mention énergie fossile. Dans la version premium, il y avait écrit la sortie des énergies fossiles, ce qui a été retoqué sous la pression des lobbies. Là, c'est la transition. C'est la diminution. On a quand même assisté à une COP où il y avait 2500 lobbies qui étaient représentés pour la seule question des énergies fossiles, contre 600 à la dernière COP. Et je rappelle qu'à la dernière COP à Glasgow, il y avait écrit qu'il fallait baisser le recours au charbon. Ça n'a pas été fait, et pour 2024, on annonce que ça va encore croître. Donc il y a besoin d'avoir pas des mots, les Chinois, mais des actes concrets. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des pays qui subissent déjà les ravages du réchauffement climatique. Il y avait un engagement qui avait été pris à la première COP de mettre un fonds de 100 milliards pour aider ces pays-là en développement. On est à peine aujourd'hui à 150 ou 200 millions d'euros. Donc on a des gens qui subissent les réchauffements climatiques, qui subissent déjà les conséquences, et on a une COP qui se paye de mots et qui met pas d'actes concrets. Et c'est quand vous voyez la communication de Total Energy qui se félicite de la COP, on sait bien qui a gagné derrière au final. Alors juste un petit point, moi je peux rejoindre en partie ce que vous dites sur le fait que ça va pas assez loin. Néanmoins, je voudrais juste vous mettre 2 secondes en face de vos contradictions. Comment est-ce qu'on sort des énergies fossiles aujourd'hui? On s'en sort en faisant appel à des énergies décarbonées. Il y en a essentiellement 2, les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire. Il se trouve qu'en France, on a voulu accélérer sur ces 2 piliers-là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, avec 60% d'énergie fossile, on n'a pas le luxe de choisir. Eh bien, vous avez voté contre l'accélération sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale et contre l'énergie nucléaire, ce qui est votre position historique. Donc en fait, quand on rejette le développement de l'ensemble des énergies... Jean-Luc Mélenchon a été favorable au nucléaire un temps. C'est une évolution politique, effectivement. Quand on rejette le développement de l'ensemble des énergies décarbonées en France, on est quand même très mal placé pour aller critiquer ce qui s'est passé à la COP28 à Dubaï. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. C'était très bien parce que on peut discuter. On montre qu'on peut discuter, et j'aime bien ça, sans s'écharper, comme parfois vous le faites à l'Assemblée nationale. Hein. Ça arrive. Non, parfois. Oui, d'accord. Un peu trop. Arrive, oui, d'accord. Un peu trop. Un peu trop, vous dites aussi? Non, ça fait part historiquement, l'Assemblée nationale a toujours été un lieu où le débat était plutôt chaud, et moi je considère que c'est sain pour la démocratie. Bon, d'accord. Merci à tous les deux. 9h57, vous êtes sur Sud Radio. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman recevront le réalisateur Dimitri Kourtchine et Emmanuel Goubert, responsable du département création éditoriale et produits numériques de l'INA. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.